Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Cohn, professeur au Collège de France, à l'IHES et à la Vanderbilt University. Je ne dirai pas qui est Alain Cohn, puisque vous le savez tous. Il jouit d'une autorité auprès du grand public. Donc, vous savez qu'il est le père de la géométrie non commutative et qui s'intéresse beaucoup à la physique, enfin qui aime beaucoup tisser des interactions entre mathématiques et physique, je pense. Et justement, c'est de ces liens qui va nous entretenir aujourd'hui. Et je vais lui donner la parole après cette très brève introduction. Très bien, merci beaucoup. Donc, en gros, si vous voulez, donc, je suis mathématicien, mais mon intérêt pour la physique vient du fait, suivant, en gros, c'est Hadamard qui a dit, si vous voulez, qu'il y avait dans les mathématiques qui étaient pratiquées par les physiciennes, lorsqu'elles étaient vraiment en contact avec l'expérience, il y avait une mine de richesse incroyable pour le mathématicien. Et donc mon approche de la physique, c'est le suivant, c'est vraiment de considérer qu'il y a certains calculs très sophistiqués faits par les physiciens et qui en fait n'ont pas encore été vraiment compris par les mathématiciens. J'entends pas qu'ils soient rendus rigoureux, on s'en fiche. Lorsqu'un calcul donne un résultat qui est corroboré par l'expérience avec 8 décimales ou 9 décimales, on se fiche bien de savoir si c'est rigolo ou pas. Ce qu'on veut, c'est comprendre le sens conceptuel. Alors, dans les années récentes, je me suis intéressé à deux exemples de calculs extrêmement sophistiqués faits par les physiciens. Et c'est ça dont je veux parler. Et donc, en fait, ces deux exemples sont d'un côté la renormalisation. Donc, je finirai par la renormalisation parce que je sais que vous êtes tous plus ou moins géomètres, puisque vous êtes cosmologistes. Je commencerai par l'autre côté. Et l'autre côté, c'est le modèle standard. Donc, si vous voulez, ce que j'entends par là, c'est que ce sont deux exemples de connaissances qui ont été acquises par, bien sûr, ce dialogue constant entre l'expérience et la théorie. Et ce que je voudrais expliquer, donc, par exemple, pour la renormalisation, c'est que, contrairement à ce qui est admis, où on pense que les divergences de la renormalisation sont des nuisances qu'on va à tout prix éliminer, en fait, il y a une merveilleuse chose qui se produit, c'est qu'il y a un groupe de Galois, il y a un groupe de symétrie que Cartier avait deviné, qu'on appelle le groupe de Galois cosmique, et qui a cette propriété qu'il agit sur toutes les théories physiques, et la raison pour laquelle il agit, c'est précisément les divergences. C'est-à-dire que dans une théorie qui n'a pas de divergence, il agirait trivialement. Donc en fait, il y a une merveille qui est cachée derrière. Ça a pris beaucoup de temps pour le découvrir. Et donc, en fait, l'idée, par exemple, qu'il faut éliminer les divergences n'est pas une bonne idée. En fait, il faut comprendre, justement, ce qui est caché derrière la divergence. Et ce qui est caché derrière la divergence, c'est ce groupe de Galois qui agit sur les théories physiques. La deuxième chose que je voulais expliquer, donc je commencerai par la deuxième. Après avoir déjeuné avec certains d'entre vous, j'ai décidé de changer l'ordre de mon exposé. D'accord? Et donc, la deuxième chose, c'est, si vous voulez, le modèle standard. Alors en gros, je peux expliquer l'idée philosophique qui est derrière de manière très simple. Si vous voulez, ce qui se produit, c'est que vous savez tous que l'espace de Minkowski est issu en fait de Maxwell, l'équation de Maxwell. Et alors c'est très bizarre finalement qu'on prenne cet espace de Minkowski comme paradigme, enfin courbe, etc., de l'espace-temps, sachant que justement, c'est pas le Lagrangien de la physique, n'est pas le Lagrangien de Maxwell-Dirac, mais est un Lagrangien beaucoup plus compliqué, puisque c'est un Lagrangien qui contient par exemple les interactions faibles, les interactions fortes, etc. Et alors c'est assez étrange que l'attitude normale consiste à dire, eh bien oui, c'est la partie Maxwell-Dirac qui fixe l'espace-temps, et que chaque fois qu'il y a de nouveaux termes dans Lagrangien, ça rajoute de nouvelles particules. La géométrie non commutative, dont je vais vous expliquer les rudiments, permet d'avoir une approche qui est complètement différente, c'est-à-dire de prendre le Lagrangien dans son entier et d'en déduire la géométrie de l'espace-temps. Et ce que l'on verra, c'est que la géométrie que l'on obtient est légèrement plus subtile et compliquée que l'espace de Minkowski, mais très peu. C'est-à-dire une petite nuance qui s'introduit dans l'espace de Minkowski. D'accord, c'est ça qu'on va voir. Alors, donc je vais commencer par cette partie géométrique.
Et donc, pour commencer par cette partie géométrique, alors bien sûr, je vous rappelle des choses que vous connaissez tous. Hein, je veux dire, on peut résumer en gros ce qu'on sait sur la physique par un Lagrangien, une fonctionnelle d'action, qui est un mélange qui contient l'action d'Einstein-Hilbert, ici, ça c'est l'action d'Einstein, et puis qui contient les 5 termes du modèle standard. Ça c'est le terme de jauge pure, c'est le terme de Young-Mills, ça c'est le terme de couplage entre les champs de jauge et les X, etc., etc. Et on a une recette qui est due à Dirac et Feynman pour quantifier, qui consiste à donner une amplitude de probabilité, pas une probabilité, mais une amplitude de probabilité aux configurations classiques, qui est l'exponentielle de l'action, l'exponentielle imaginaire de l'action. Voilà le cadre géométrique. D'accord? Alors la première chose que je vais faire, donc, c'est vous expliquer ce qu'est la géométrie non commutative et quel est le changement de paradigme. Le paradigme usuel de la géométrie, c'est le paradigme riemanien. Le paradigme dont je vais vous parler, je ne vais évidemment pas vous faire un cours de géométrie non commutative, je vais simplement vous donner un certain nombre de mots-clés. D'accord? Donc le paradigme dont je vais vous parler n'est pas le paradigme riemanien, il n'empêche qu'il contient la géométrie riemannienne comme un cas particulier. Donc on ne va pas changer les règles, si vous voulez. Dans le cas riemanien, on obtiendra exactement ce que les gens savaient avant. On obtiendra la distance géodésique, etc. D'accord? Donc c'est pas que on va... Il n'y a pas une limite ou un truc comme ça. Le cas riemanien est strictement contenu à la D'accord? Alors, je peux expliquer en termes très simples le changement de paradigme. Parce que le changement de paradigme, c'est exactement le changement qui est intervenu dans la définition du mètre. Donc regardez pas le transparent, c'est pas la peine. Regardez, si vous voulez, quand on dit géométrie, en géométrie, il y a mètre. Et donc, à un moment donné, à la fin du XVIIIe siècle, les gens ont voulu définir le mètre. Ils ont voulu définir l'unité de longueur. Alors, ils ont été voir les grands savants de l'époque, et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme unité de longueur? Alors, une des réponses, c'était, vous pouvez prendre la longueur du pendule qui bat la seconde. Mais ce n'est pas une bonne réponse, parce que si vous montez en haut du Mont Blanc, je veux dire, ça ne va pas aller, et puis il faut définir la seconde, et ainsi de suite. Alors, il y a pas mal de discussions. Et puis finalement, les gens se sont mis d'accord en disant qu'on prend le plus gros objet macroscopique qu'on a sous la main, on prend la Terre, on prend un grand cercle sur la Terre, qui est l'endroit où le Soleil se couche à temps T, d'accord, ce qu'on fait le méridien, et ensuite on mesure, on mesure le méridien entier. Alors au lieu de mesurer le méridien entier, on mesure un angle en pointage sur des étoiles, et on mesure la distance correspondante entre les deux points. C'est ce qu'ils ont fait entre Dunkerque et Barcelone. Ils ont mesuré, d'accord. Et ensuite, ils ont défini le mètre, l'unité de longueur, comme étant la 40 millionième partie du méridien terrestre. Alors ils se sont trompés, bien sûr, c'est pas grave, mais ils ont une unité de longueur, et cette unité de longueur, ils en ont fait une barre de platine iridiée qu'ils ont déposée quelque part à Paris, au pavillon de Bretagne. D'accord? C'était ça le mètre étalon. Alors ça, je voudrais que vous faisiez le petit exercice mental qui consiste à se rendre compte que c'est exactement la définition riemannienne. C'est-à-dire que c'est ds2 égale g mu nu dx mu dx nu. Vous avez l'unité de longueur, quand vous la transportez quelque part, vous pouvez la mesurer. Dans les coordonnées locales, ça va vous donner le ds2. D'accord? Donc ça, c'est la définition riemannienne. Alors quels sont les inconvénients de cette définition? L'inconvénient de cette définition, c'est que si vous voulez mesurer votre lit et que vous êtes quelque part à New York, ben, il faut que vous preniez l'avion, vous transportez votre lit, vous allez le comparer au mètre étalon qui est au pavillon de Breteuil à Paris. C'est pas très très pratique. Alors évidemment, ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils ont fait des copies du mètre étalon, et ils ont pris ça comme unité de longueur. Le problème, c'est qu'ils se sont perçus au bout d'un moment, ça a pris du temps, que le mètre étalon qui était déposé à Paris, pavillon de Breteuil, il raccourcissait. Donc c'était pas une bonne unité de longueur. D'accord? Alors ça s'est produit en gros en 1960. Et en 1960, les physiciens, bien sûr, ont eu une idée superbe. Et ils ont dit, on ne va pas définir le mètre étalon comme ça, c'est pas la bonne définition, mais on va le définir à partir de longueurs d'onde, de raies spectrales, de corps chimiques simples. D'accord? Bon, ils ont pris le krypton pour une certaine raison, ils ont pris une certaine raie orange. Et ils ont pris un multiple de ça, bien sûr, ils ont calculé quel multiple de ça était comparable au mètre, et ils ont pris ça comme nouvelle unité de longueur. Ensuite, bon, dans les années 80, ça a été changé du krypton au césium. Hein, et puis ça a été formulé non pas en termes de longueur, mais en termes de l'inverse, c'est-à-dire de fréquence. Et ça, c'est un changement qui est trivial, parce qu'il y a la vitesse de la lumière, d'accord, et puis il y a, le passage à l'inverse. Donc c'est rien, c'est la même chose. C'est la même définition. Eh bien, si vous voulez, le point de départ de la géométrie non commutative, c'est de définir la géométrie sur ce principe-là. C'est-à-dire, au lieu de définir la géométrie à partir du ds2 riemanien,
c'est-à-dire comme une variété, ce qu'on appelle une variété, d'accord, avec des coordonnées locales, et de donner la métrique en donnant ds2 égale g mu dx nu dx nu. Dans le cas de la géométrie non commutative, on ne fait pas ça. Voilà comment on fait. Et il faut que l'on ait, si vous voulez, l'unité longueur dont je viens de parler, les raies et les spectrales, il faut qu'on les ait dans la machine. Donc il faut forcément qu'on ait un opérateur. Je voudrais quand même dire un mot sur la supériorité incroyable de la deuxième définition de la longueur. La supériorité incroyable, c'est que maintenant, on peut unifier le système métrique dans la galaxie, par exemple. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire aux gens, eh bien, vous prenez tel corps chimique dans le tableau périodique des éléments, vous prenez tel ray spectral, et c'est ça votre unité longueur. Alors que ça, on ne peut pas le faire, bien sûr, en leur disant, venez sur la Terre, prenez le mètre, retournez chez vous, etc. D'accord? Donc, et ça vient, si vous voulez, en gros, des fermions. Ça vient du fait que les fermions sont indistinguables, et que donc, en fait, cette unité longueur, elle existe partout à la fois. C'est-à-dire que lorsque vous prenez, par exemple, un atome d'hélium, ou un truc comme ça, il y a une identité qui se produit, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Donc il y a un changement de paradigme colossal dans la géométrie, qui est celui-là. Le changement de paradigme, c'est qu'au lieu de dire qu'on a une petite unité longueur comparable et qu'on mesure en coordonnées locales en chaque point, d'accord? Eh bien maintenant, on fait la géométrie de manière spectrale. Alors comment est-ce qu'on fait la géométrie de manière spectrale? Ben, en fait, c'est très simple, si vous voulez, parce que vous savez bien en gravité, en relativité générale, que quand vous travaillez avec un espace X, en fait, vous ne travaillez pas vraiment avec les points de l'espace, mais vous travaillez avec les coordonnées. L'algèbre des coordonnées sur un espace, d'accord, en fait, elle permet de retrouver l'espace, dans le cas où l'algèbre des coordonnées est commutative. D'accord, c'est-à-dire un point de l'espace qu'on appelle un caractère de l'algèbre. Ça, c'est une dualité fondamentale entre algèbre et géométrie, qui est connue depuis très longtemps. Un des points de la géométrie non commutative, c'est qu'elle n'a plus à supposer que l'algèbre qui est ici est commutative. C'est-à-dire, bon, vous êtes bien familier à ça, vous savez bien que la position et le moment d'une particule sont des quantités qui ne commutent pas. Alors ça veut dire que si vous essayez de modeler l'espace des phases pour un système quantique, c'est très naturel de supposer que les coordonnées qu'avant vous supposiez commutaient ne commutent plus. D'accord? Donc c'est ce qu'on fait en géométrie non commutative. L'algèbre, c'est un luxe, si vous voulez. L'algèbre n'est pas du tout nécessairement commutative. Ça permet d'avoir beaucoup plus de liberté. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le langage de la mécanique quantique s'applique. C'est-à-dire que si je vous demande de me donner une définition intuitive de ce que c'est qu'une variable réelle, alors, si vous cherchez, vous allez me dire, oui, il y a un ensemble X et il y a une application de cet ensemble vers les nombres réels. C'est ça une variable réelle. Les valeurs de la variable, c'est les valeurs qui sont atteintes par cette application. Peut-être que l'application atteint plusieurs fois une valeur. D'accord? Tout ça, c'est des propriétés de variables réelles. Mais il y a une définition qui est bien meilleure et qui nous est donnée par la mécanique quantique, c'est qu'une variable réelle, c'est en fait un opérateur auto-adjoint. Le spectre de l'opérateur, c'est les valeurs de la variable qui sont atteintes. Le nombre de fois qu'une valeur est atteinte, c'est la multiplicité spectrale. Et on sait bien qu'en mécanique quantique, une quantité observable, c'est exactement un opérateur auto-adjoint. Alors ce qui est incroyable, c'est un des premiers pas importants dans la théorie, c'est qu'en fait, là, il y a la place pour les infinitésimales. C'est-à-dire que, alors que la notion d'infinitésimale n'a vraiment pas de sens lorsqu'on la regarde mathématiquement, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a des gens qui ont essayé de formaliser ça avec l'analyse non standard, etc., mais ça ne marche pas. On était aperçu assez tôt. Eh bien, en fait, dès qu'on prend le formalisme de la mécanique quantique, on s'aperçoit que dans le formalisme de la mécanique quantique, il y a exactement la place qu'il faut pour les infinitésimales. Qu'est-ce que c'est qu'un infinitésimal? C'est un opérateur qui est plus petit que epsilon, quel que soit epsilon, sans être nul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous me donnez epsilon, par exemple un millionième, eh bien, il y aura un sous-espace de dimension finie de l'espace de Hilbert, dans l'orthogonale duquel l'opérateur sera plus petit qu'un millionième. Ces opérateurs-là, c'est ce qu'on appelle les opérateurs compacts. Ils ont toutes les bonnes propriétés des infinitésimaux. C'est-à-dire, quand vous les ajoutez, vous en obtenez un. Quand vous multipliez un opérateur compact par un opérateur arbitraire, vous en obtenez un, ainsi de suite. Ils ont toutes les bonnes propriétés qu'il faut pour ça. Et alors, après, ce dont on s'aperçoit, si vous voulez, dans ce langage-là, c'est qu'en fait, on peut définir l'intégrale. Alors l'intégrale, lorsqu'on vous dit l'intégrale de Lebesgue, etc., ou l'intégrale de Riemann, l'intégrale de f de x de x, vous voyez que dans l'intégrale, il y a quelque chose d'assez mystérieux, parce qu'il y a une espèce de tension entre le signe intégral et le dx. C'est-à-dire quand vous faites l'intégrale d'une fonction, vous passez à la limite sigma de f de xi, etc. Vous voyez, il y a un procédé qui est... Il se fait que l'intégrale en géométrie non commutative, elle n'a absolument pas besoin de ça. Elle est définie comment? Elle est définie en prenant la trace d'un opérateur qui est un infinitésimal d'ordre 1,
Qu'est-ce que c'est un infinitésimal d'ordre 1? C'est un opérateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, compact, mais qui est tel que ses valeurs propres décroissent. La nème valeur propre est de l'ordre de 1 sur n. D'accord? Alors quand vous essayez de faire la somme des valeurs propres, vous avez comme la somme de la série harmonique, sigma de 1 sur n. Ça diverge. Ça diverge, mais il y a un coefficient du logarithme. C'est-à-dire ça diverge comme un logarithme. Eh bien, il se fait, c'est assez miraculeux, que quand vous prenez de manière astucieuse le coefficient du logarithme dans la divergence de la trace avec un cutoff coupé, vous obtenez une intégrale, c'est-à-dire vous obtenez une fonctionnelle qui a toutes les bonnes propriétés, l'intégrale de AB est égale à l'intégrale de BA, elle est additive, etc. etc. Et c'est un filtre qui fait passer du quantique au classique. C'est-à-dire que cette intégrale, elle va vous permettre de faire toutes les simplifications sous l'intégrale que l'on fait dans le calcul différentiel. Par exemple, l'intégrale d'un infinitésimal d'ordre 2 est nulle. Donc, si vous avez un infinitésimal et que vous l'exprimez comme quelque chose d'ordre 1 plus d'ordre 2, etc., vous pouvez négliger tous les termes dans supérieur. Alors maintenant, qu'est-ce que je disais, c'est que comment est donnée la géométrie? Donc, comment est donné un espace? Eh bien, un espace, il est donné par l'algèbre des coordonnées. Okay, et ces coordonnées, ce sont des variables, et donc ce sont des opérateurs dans l'espace de Hilbert. Mais maintenant, l'espace, je veux lui donner avec sa géométrie, et donner l'espace avec sa géométrie, c'est pas seulement donner les coordonnées, mais c'est aussi donner l'élément de longueur. D'accord? Et l'élément de longueur, dans le cas riemanien, c'était racine carrée de g nu de x nu de x nu. Et qu'est-ce que c'est dans le cas de la géométrie non commutative? Eh bien, c'est le propagateur pour les fermions. C'est-à-dire qu'en termes de physique, lorsque vous regardez des diagrammes de Feynman, etc., vous voyez que vous avez tous ces diagrammes de Feynman où vous avez des raies droites. Vous n'avez pas des petits trucs qui oscillent comme ça. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'élément de longueur en géométrie non commutative? C'est ça. C'est un petit propagateur de fermions. Alors, qu'est-ce que c'est en termes mathématiques? Si ça, c'est l'élément de longueur, propagateur de fermions, l'élément de l'inverse de longueur, de fréquence, si vous voulez, c'est l'inverse du propagateur. Mais l'inverse du propagateur, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de Dirac. Et c'est Dirac qui a eu cette merveilleuse idée d'extraire la racine carrée du Laplacien, ce qui fait qu'au lieu d'avoir cette affreuse racine carrée qu'on a ici, dans le cas riemanien, on a un vrai opérateur. D'accord? Donc c'est là la première supériorité qu'on a sur le cas riemanien, c'est qu'on n'a pas cette racine carrée, mais on a vraiment l'opérateur de Dirac qui a extrait la racine carrée de cet élément quadratique. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est qu'un espace? Une géométrie non commutative, donc je vais vous donner une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une géométrie non commutative? Eh bien, c'est simplement donc l'algèbre des coordonnées, qu'on appelle A, disons, pour simplifier. Elle agit dans un espace de Hilbert, que je note H, d'accord? Et on a l'élément de longueur. Et cet élément de longueur, donc, c'est l'inverse de l'opérateur de Dirac. C'est l'inverse de la fréquence. Alors, bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un substitut pour chacune des choses que vous connaissez. On a un substitut pour l'équation des géodésiques, ou si vous voulez, l'équation de Newton. On sait qu'en relativité générale, c'est l'équation de Newton, d'accord? C'est la même chose que l'équation des géodésiques. Donc ici, on a un substitut pour ça. Qu'est-ce que c'est que l'équation des géodésiques? Ben, c'est cette équation différentielle. Et ce qui est ici, c'est la valeur absolue de l'opérateur Dirac, c'est-à-dire de l'inverse de l'élément de longueur. Donc, sa valeur absolue, ça a un sens pour les opérateurs. Quand on prend un opérateur dans l'espace de Hilbert, on prend l'opérateur valeur absolue de D, ça a un sens. D'accord? Pour un opérateur. Alors, c'est ça qui remplace l'équation de Newton. Qu'est-ce qui remplace la distance géodésique? Eh bien, dans un espace géométrique ordinaire, comment est-ce que vous mesurez la distance? Ben, vous prenez Barcelone-Dunkerque, et vous prenez la plus courte longueur entre les deux que vous mesurez en prenant le ds. D'accord? Donc c'est un infimum. La mesure des distances, c'est un infimum. En géométrie non commutative, c'est un suprémum. Et comment vous mesurez la distance? En envoyant une onde du point X au point Y, d'accord? En regardant le déphasage de cette onde, avec sur l'onde une borne sur son énergie. D'accord? Donc vous n'avez pas à aller du point A au point B en tendant une petite cordelette, etc. D'accord? Non. Ce que vous faites, c'est que vous envoyez une onde du point A au point B, du point X au point Y, d'accord? Et donc la formule, c'est pas un infimum, c'est un suprémum du déphasage, f de x moins f de y, sur une onde. Et quelle est la borne sur son énergie? C'est sa commutation avec l'élément de longueur. Alors c'est ça qui ça paraît assez bizarre, hein? Dire que l'énergie d'une onde est bornée, là, ici par 1, d'accord? Mais ça signifie que quand vous la faites commuter avec l'élément de longueur, la norme est plus petite ou égale à 1. Tout ça, ça a un sens complètement intrinsèque. Alors, c'est facile de démontrer après qu'en prenant l'intégrale dont j'ai parlé tout à l'heure, alors, c'est facile de démontrer que, premièrement, si vous prenez un espace riemanien ordinaire et vous calculez cette nouvelle distance, vous tombez sur exactement la même formule que la distance riemannienne.
Donc la géométrie riemannienne est un cas particulier. D'accord? Ça n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas un changement dans ce cas-là. Dans le cas riemanien, on retrouve exactement la distance géodésique. Ok? Ça veut dire quoi Comment? Ça veut dire quoi ce que vous dites? C'est-à-dire choisir un espace riemanien, c'est choisir une valeur particulière de A? De A et de D. C'est-à-dire, alors je vais vous les donner. Qu'est-ce que c'est que l'algèbre A dans le cas riemanien? C'est l'algèbre des coordonnées sur la variété. D'accord? C'est une algèbre commutative. Ok? Qu'est-ce que c'est que l'espace de Hilbert? C'est l'espace des spineurs L2. Les spineurs de carré intégral. Okay. Et qu'est-ce que c'est que l'opérateur D? C'est l'opérateur de Dirac. C'est Dirac qui a extrait merveilleusement cette racine carrée du Laplacien, donc il nous donne l'opérateur D. Eh bien, exercice, qui n'est pas très difficile, montrer que dans le cas riemanien, cette formule va vous redonner exactement la distance géodésique, c'est-à-dire le infimum des longueurs des géodésiques qui vont d'un point à l'autre. D'accord? C'est pas très très difficile, mais c'est crucial de faire cet exercice pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Mais alors maintenant, on va voir que maintenant, on va, dès le départ, donc j'ai commencé il y a vraiment très très peu de temps, on va voir que dès le départ, on peut poser des questions qu'on ne pouvait pas poser dans le cas riemanien. Alors, la première chose qui se produit, c'est qu'on retrouve la forme volume. Ça, c'est pas difficile. Par exemple, si vous prenez une variété de dimension 4, riemannienne, et si vous calculez l'intégrale au sens de la divergence logarithmique que j'ai donnée tout à l'heure, d'une fonction que multiplie ds à la puissance 4, élément de longueur à la puissance 4, bien, vous allez retrouver la forme volume, que vous connaissez tous, racine de g fois d4x. D'accord? Dans le cas riemanien. Bon, mais maintenant, vous pouvez poser une question absurde. Vous pouvez poser la question suivante. Je me donne un espace riemanien de dimension 4. Est-ce que je peux calculer sa surface? C'est absurde. D'accord? C'est-à-dire que je me suis trompé, ça ne va pas. Au lieu de... J'ai oublié que l'espace est de dimension 4 et je vais calculer sa surface comme si c'était un espace de dimension 2. D'accord? Rien ne nous empêche de le faire. On regarde ce que vaut intégrale de f ds à la puissance n-2, ça va faire ds au carré. On fait le calcul, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve exactement l'action d'Hilbert-Einstein. C'est-à-dire on trouve l'intégrale de la courbure scalaire. Okay? Multipliée par la fonction, ça veut dire qu'en fait on va connaître la courbure scalaire à chaque point. D'accord? Donc si je prends simplement la surface totale, genre, ma fonction f vaudra 1, et je calculerai simplement l'intégrale de ds au carré. Eh bien, l'intégrale de ds au carré, ça vous donne exactement l'action d'Hilbert-Einstein, c'est-à-dire l'intégrale de la courbure scalaire, fois racine de g de 4x. Alors, cette quantité-là, elle est la dimension d'une longueur au carré. Donc, il faut la diviser par une longueur au carré. Si vous divisez par la longueur de Planck au carré, vous obtenez exactement l'action d'Hilbert-Einstein. On va dire avec un sujet. D'accord? Bon, alors, ça, c'est un peu le point de départ, si vous voulez. C'est un peu le point de départ parce que ça vous montre que bien que le cas riemanien commutatif, d'accord, soit un cas particulier où on a l'impression qu'on retrouve les mêmes résultats, on peut poser même dans ce cas-là, ce qui est extrêmement conservateur, on peut poser même dans ce cas-là des questions qu'on ne pouvait pas poser dans le cas classique, et qui vous permettent par exemple de comprendre la signification extrêmement simple de l'action d'Einstein. Alors en fait, donc, ce qui se produit en général, si vous voulez, c'est qu'on retrouve la géométrie, dans la géométrie non commutative, on retrouve la géométrie à partir des fermions. C'est-à-dire que ce qui est mis dans la machine, au départ, l'espace de Hilbert, je vous disais que c'était l'espace de Hilbert des spineurs, dans le cas riemanien. Donc ce qui est donné au départ, c'est l'espace des fermions. Okay? Donc on reconstruit la géométrie à partir des fermions. Et alors, dans le langage, en fait, donc il y a quelque chose qui se produit. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que maintenant, il va y avoir des phénomènes qui n'ont aucun analogue dans le cas commutatif. Et le premier phénomène qui n'a aucun analogue, mais vraiment strictement aucun analogue dans le cas commutatif, c'est que c'est le phénomène suivant, c'est que quand vous regardez l'action que j'avais écrite au début, quand vous regardez l'action qui résume un peu ce qu'on sait en physique, qu'est-ce que c'est cette action? C'est l'action d'Hilbert-Einstein ici, c'est l'action de Yang-Mills, c'est tout le modèle standard. Supposez que l'on vous donne cette quantité et que l'on veuille interpréter cette quantité de manière géométrique. Alors, quelle est la stratégie la plus simple? La stratégie la plus simple, ça consiste à regarder le groupe d'invariance de ce Lagrangien, de cette fonction. Alors, vous m'accordez facilement que dans le groupe d'invariance, il y a le groupe des difféomorphismes, puisqu'il y a l'action d'Einstein. Mais il y a aussi les transformations de jauge, puisque le modèle standard, c'est une théorie de jauge. Donc, en fait, vous allez avoir un groupe qui va mélanger, qui va contenir à la fois les difféomorphismes, d'accord, et qui va contenir aussi les transformations de jauge. Et les transformations de jauge, c'est les applications de la variété d'espace-temps, si vous voulez, vers
le groupe qui est, disons, U1 croix SU2 croix SU3. Pour le modèle standard. D'accord? Alors maintenant, vous me dites, mais d'accord, voilà le groupe. C'est pas vraiment ça le groupe, parce que quand vous prenez un difféomorphisme, il va agir sur les applications qui sont ici. Donc le groupe, c'est pas le produit de ces deux groupes, c'est le produit semi-direct. De même que le groupe de Poincaré n'est pas le produit du groupe des translations et du groupe de Lorentz. Il y a un mélange entre les deux. Donc en fait, le groupe qui est important, c'est le produit semi-direct entre ces deux choses. D'accord? C'est ça le groupe de symétrie. Alors maintenant, vous pouvez poser la question, est-ce que ce groupe en entier est-il le groupe des difféomorphismes d'un espace X? Si c'était le cas, on aurait un espoir de pouvoir rendre tout géométrique et de dire que c'est simplement la gravité sur l'espace X, si c'était le cas. Mais je prétends que si vous cherchez en géométrie commutative, vous ne trouverez jamais l'espace X. Pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est très simple. C'est qu'il y a un théorème mathématique qui vous dit que si vous prenez une variété X, quelconque, si vous regardez son groupe de difféomorphisme, c'est un groupe simple. C'est-à-dire, c'est un groupe qui ne peut pas être un produit semi-direct. Il n'a aucun sous-groupe normal. D'accord? Non trivial. Donc, vous voyez ce qui se passe, c'est que le groupe de difféomorphisme d'une variété ordinaire ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher. Mais alors même, oui. Il ne peut pas être aussi petit, mais ce que fait Kaluza-Klein, c'est... Non, alors, point extrêmement important. C'est un point excellent. Ce que fait Kaluza-Klein, attention, c'est que Kaluza-Klein nous donne un espace plus grand. Mais dans cet espace plus grand, on est obligé d'imposer la préservation des fibres qui vont de cet espace plus grand vers l'espace plus bas. Et là, on triche. Parce que ce n'est pas la gravité sur l'espace total, parce qu'on impose la préservation des fibres. D'accord? Donc on ne veut pas faire ça. On veut disposer d'un espace entier dans lequel on n'est pas à faire cette triche. D'accord? Alors, donc, si vous voulez, la question c'est, est-il possible qu'il y ait des espaces tels que justement leur groupe de difféomorphisme ne soit pas automatiquement un groupe simple, mais cette espèce de structure de mélange entre deux groupes? Or, si on prend une algèbre non commutative, c'est exactement ce qui se produit. Parce que si je regarde le groupe des automorphismes d'une algèbre non commutative, d'accord, c'est ça qui va remplacer en gros les difféomorphismes. C'est les automorphismes de l'algèbre. Eh bien, les automorphismes d'une algèbre non commutative, ils ont cette propriété très particulière qu'ils contiennent un sous-groupe normal. Et qu'est-ce que c'est que ce sous-groupe? C'est le groupe des automorphismes intérieurs. Qu'est-ce que c'est qu'un automorphisme intérieur? Donc là-dedans, il y a toujours un sous-groupe normal qui est le groupe des automorphismes intérieurs. Qu'est-ce que c'est qu'un automorphisme intérieur? C'est simplement un automorphisme qui, à X, associe UX, U étoile. Vous voyez, où U étoile, UU est un élément unitaire. Vous voyez bien que cette transformation-là, si l'algèbre était commutative, je pourrais faire passer U étoile de l'autre côté, et elle me donnerait l'identité. Quand l'algèbre n'est pas commutative, U étoile c'est U inverse. C'est l'inverse de U. Quand l'algèbre n'est pas commutative, cette transformation n'est pas l'identité, cette transformation forme un groupe, et ce groupe, il forme un sous-groupe normal. C'est-à-dire, forme un sous-groupe qui est complètement canonique. Alors, ce qui est absolument étonnant, si vous voulez, c'est que la terminologie mathématique pour ce sous-groupe, c'est le groupe des isomorphismes intérieurs. Et que la terminologie des physiciens, qui sont quand même incroyables, c'est que la terminologie pour cette transformation-là, c'est les symétries internes. D'accord? Et donc, vous voyez bien le point de départ. Le point de départ, c'est de dire, mais après tout, pourquoi toujours chercher cet espace X par Kaluza-Klein ou dans des choses comme ça, comme un espace standard commutatif? Pourquoi ne pas lui permettre d'avoir une légère non-commutativité? Et qu'est-ce qu'on voudrait pour cette légère non-commutativité? Eh bien, on voudrait exactement que son groupe des intérieurs corresponde à ce sous-groupe-là, qui est un sous-groupe normal, d'accord? Et que donc, si vous voulez, la structure du groupe total corresponde à l'inclusion du groupe des intérieurs dans le groupe de l'automorphisme. D'accord? Alors c'est ça qui est le point de départ. C'est ça qui est le point de départ. Mais bien sûr, ce point de départ ne suffit pas. Parce que, non seulement, si vous voulez, on veut savoir ce qui se passe pour les difféomorphismes, d'accord? Mais on veut également savoir ce qui va se passer maintenant pour les métriques. Or, la métrique, je vous disais, c'était l'élément de longueur qui était donné par le DS. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails mathématiques, parce que ça n'a pas d'importance, mais ce qui se produit, c'est que exactement comme les automorphismes ont les automorphismes intérieurs, eh bien, une métrique, elle a une partie intérieure. Je viendrai dans plus de détails après. D'accord? C'est-à-dire que si vous regardez une métrique pour un espace non commutatif, c'est-à-dire cet opérateur Dirac, etc., eh bien, automatiquement, dans la métrique, il y a une partie intérieure. Alors, c'est un petit raisonnement. Bon, donc, en fait, ce qui va se produire,
c'est qu'il y a une formule complètement générale, en géométrie non commutative, qui, de même que vous avez une formule complètement générale pour les automorphismes intérieurs, va vous dire que quand vous avez une métrique, c'est-à-dire un opérateur D, eh bien, vous avez automatiquement toute une famille de métriques qui lui sont reliées par intérieur. D'accord? Et c'est ça qui va nous donner les bosons de jauge. Donc on n'aura pas besoin de définir les bosons de jauge. D'accord? Quand je vais parler du modèle standard, on aura à les calculer. C'est extrêmement important ce point. D'accord? On n'aura pas à les mettre à la main. On devra faire le calcul des bosons de jauge. Ok? Et ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est que quand on va faire le calcul dans un cas extrêmement simple, on va voir les champs de Higgs qui apparaissent. On va voir exactement les bosons de Higgs qui apparaissent. Ok? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais on n'a pas à les mettre à la main. Ce que je dis, c'est qu'il y a une théorie générale et qu'il y a une justification mathématique qu'on ne peut pas donner, qui vous dit que quand vous avez une métrique, vous avez automatiquement toute une famille de métriques qui lui sont associées par l'intérieur. Alors, ceci étant, donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, pour le modèle standard, donc, on veut obtenir... Voilà. D'accord, alors, il me reste encore une chose avant de parler du modèle standard, c'est que maintenant, on voudrait avoir un principe d'action. D'accord? Ce que je vous dis là sur les bosons de jauge, ça va permettre de trouver les bosons de jauge dans le modèle standard. C'est comme ça qu'on va les trouver. Mais encore faut-il que je vous donne le modèle standard, c'est pas rien. Et surtout, le modèle standard couplé à la gravité, c'est tout un bazar. C'est tout le bazar qui était là. D'accord? Donc, ce qu'on voudrait arriver à faire, d'accord, c'est à retrouver tout ce bazar-là. Tout ce bazar, cette somme de 6 termes. C'est ça qu'on voudrait arriver à faire. À retrouver ce bazar. Et on voudrait le retrouver par une fonctionnelle d'action qui soit infiniment simple et conceptuelle. Et qui sorte d'un principe le plus simple possible, qui soit relié au principe d'équivalence. Okay? Alors c'est ça que je vais expliquer maintenant. Je vais laisser ça et je vais essayer d'expliquer ça. Alors quel est ce principe? Eh bien, ce principe, il vient d'une réflexion naturelle que l'on a lorsqu'on se demande quels sont les observables en gravité. Donc je vais essayer de faire cette réflexion. Lorsqu'on parle de la gravitation, eh bien, si on dit qu'en gravitation, par exemple, il y a une observable qui est la distance entre la Terre et la Lune, eh bien, c'est pas vraiment vrai parce que la distance entre deux points en gravitation n'est pas une quantité observable. En quel sens? Eh bien, parce que les deux points ne sont pas définis de manière intrinsèque. Ils ne sont pas définis de manière invariante par difféomorphisme. Les seuls observables de la théorie de la gravitation sont des observables qui sont invariants par difféomorphisme. Alors, à quel observable peut-on penser? Ben, on peut penser à, par exemple, au diamètre de l'univers. Bon, le diamètre de l'univers, c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer, surtout mesurer localement. Donc, si on réfléchit à ça, eh bien, on s'aperçoit au bout d'un moment que les quantités qui sont naturellement observables sont des quantités spectrales. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends que si je vous donne, par exemple, une variété riemannienne ordinaire, je serais bien en peine de trouver des invariants géométriques, à part le diamètre, qui soient justement des invariants complets de la géométrie. Par contre, ce que je peux faire, c'est prendre son opérateur de Dirac et regarder le spectre de l'opérateur de Dirac, en prenant pour simplifier le cas d'une variété compacte. Eh bien, vous voyez que chaque valeur propre du spectre de l'opérateur de Dirac, c'est un invariant par difféomorphisme. Donc c'est une quantité observable. Alors le principe qui remplace le principe d'équivalence en géométrie non commutative, c'est le principe qui dit que seules les quantités spectrales sont observables. Et en particulier la fonctionnelle d'action, qui doit redonner le modèle standard couplé à la gravité, doit être purement spectrale. D'accord? Et alors maintenant, quelle est la définition? Quelle est l'action spectrale? Eh bien, c'est quelque chose d'incroyablement simple. C'est simplement le nombre de valeurs propres de l'élément de longueur qui sont plus grandes que la longueur de Tonkh. D'accord? C'est ça la définition. Donc, alors, ce qu'on fait, donc, si vous voulez, c'est on prend ça comme définition de l'action. C'est ça la définition de l'action. C'est ça la définition de l'action. Et alors maintenant, on peut commencer à faire des calculs. Vous n'avez pas l'analogue, pour les ignorants comme moi, oui, l'analogue classique de ces valeurs spectrales? Bien sûr. Vous donnez un exemple simple pour la distance Terre-Lune, je vais valider. Mais... Oui, non, mais je vais expliquer. Je vais expliquer. Donc, ce qui se produit exactement, c'est la chose suivante. Donc, voilà le détail sur l'action spectrale. Le détail sur l'action spectrale, c'est que donc la métrique est donnée par le propagateur. D'accord? C'est ça. Alors évidemment, lorsqu'on a le propagateur, on a son inverse, qui est l'opérateur de Dirac, et on a donc l'action fermionique, c'est très facile. L'action fermionique, ça va être psi, b, psi bar. Ça, c'est immédiat. Quelle est l'action bosonique? Alors c'est ça dont je suis en train de parler.
Et ce que je dis, c'est que c'est simplement donc le nombre de valeurs propres de D. D, c'est l'inverse de l'élément de longueur. Donc au lieu de dire que je compte le nombre de valeurs propres de l'élément de longueur qui sont plus grandes que la longueur de Planck, je vais compter le nombre de valeurs propres de son inverse qui sont dans un intervalle, moins lambda lambda. Alors maintenant, justement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est une fonction, cette fonction, qui est une fonction en escalier de lambda. Donc on l'écrit comme la superposition d'une fonction qui est régulière et d'une fonction qui est oscillante. Une fonction qui a des escaliers, il y a une méthode complètement générale pour faire ça. On calcule la valeur moyenne, qui est ici, en fonction de lambda, et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve une somme d'intégrales au sens non commutatif, celle dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un théorème général. Et vous voyez bien que, par exemple, le terme en lambda carré sur 2, ici, ça va donner l'action d'Einstein. Donc vous voyez déjà que l'action d'Einstein va apparaître dans cette forme. Okay. Alors, donc ça c'est une règle générale. Et alors maintenant, ce que je vais expliquer que si on prend le cas Riemann ordinaire, on obtient exactement l'action d'Einstein. D'accord? Mais maintenant, je vais prendre un espace qui est un tout petit peu plus non commutatif qu'un espace Riemann ordinaire, et je vais obtenir le modèle standard. Okay? Couplé à la gravité. Alors, quel est cet espace non commutatif? Il est très très simple. Je vais venir au détail. Quel est cet espace non commutatif? Eh bien, en fait, si vous voulez, c'est le produit, c'est ça qui est vraiment remarquablement simple, c'est le produit de l'espace auquel vous êtes habitué par un espace fini. Qu'est-ce que c'est qu'un espace non commutatif fini? C'est un espace dont l'algèbre est de dimension finie. Vous voyez, lorsque vous prenez l'algèbre des coordonnées sur l'espace R4, c'est une algèbre qui est de dimension infinie, bien sûr. Il y a une infinité de coordonnées. D'accord? Mais si maintenant je prends une algèbre de coordonnées qui s'avère être de dimension finie, ça veut dire que l'espace correspondant est fini. Ok? Alors, quelle est cette algèbre? Je vais l'expliciter. Mais maintenant, la question que vous allez me poser, c'est bien gentil d'avoir cette algèbre, je vais vous la dire tout de suite, c'est l'algèbre qui correspond à U1 croix SU2 croix SU3. D'accord? Bon. Mais maintenant, vous allez me dire, mais quel est l'espace de Hilbert et quelle est l'unité de longueur pour cette algèbre? Et alors, la merveille, c'est que la physique fournit les deux. La merveille, c'est que la physique fournit l'espace de Hilbert. Quel est l'espace de Hilbert? C'est l'espace de Hilbert qui a pour base up L pour le up quark left avec les trois couleurs, down left avec les trois couleurs, et ainsi de suite. C'est un espace de dimension finie. Ok? Alors, bon, l'algèbre agit là-dedans, je vais donner son action, mais maintenant vous allez me dire, d'accord, tout ça c'est bien gentil, bon, tu as une algèbre, tu as un espace de Hilbert de dimension finie, tout ça, mais où est ton opérateur de Dirac maintenant? D'accord? Eh bien, la merveille, c'est que les paramètres du modèle standard, qui sont les masses des particules de Yukawa, et la matrice de Kobayashi-Maskawa, fournissent exactement l'opérateur de Dirac, qui est ce qu'on appelle la matrice de couplage de Yukawa. Donc, il y a dans cet espace de Hilbert une matrice privilégiée, particulière, un grand Y, d'accord, et qui va nous donner la géométrie de l'espace fini. Et cette géométrisation, maintenant, nous dit la chose suivante, il nous dit que l'origine des masses qui vient du couplage de Yukawa et du mécanisme de Higgs, il va être entièrement géométrique. Simplement, la géométrie utilisée va être la géométrie du produit de l'espace ordinaire, tel qu'on l'imagine, par cet espace fini. D'accord? Donc, il faut simplement permettre à la géométrie d'être un tout petit peu plus générale, d'absorber un tout petit peu de non-commutatif, pour que maintenant, si vous voulez, on retrouve, à partir du Lagrangien de modèle standard, on retrouve exactement une géométrie. On ne dit pas, on met de côté tout sauf la partie Maxwell-Dirac du Lagrangien et on retrouve l'espace. Non. On prend le Lagrangien tel qu'il est en entier. D'accord? Donc c'est ça qui va nous donner l'espace fini. Donc on a l'espace fini. Alors quelle est l'algèbre? L'algèbre qui est ici, en fait, donc, comme je le disais, c'est les nombres complexes, plus les quaternions, plus les matrices 3-3. Alors je reviendrai après, à la fin de mon exposé, sur comment on peut essayer de penser que cette algèbre est naturelle, etc. C'est anticipé. Alors, donc on prend l'espace fini, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait le produit de la géométrie ordinaire, d'accord, par cette géométrie-là. Et après on fait des calculs, après on fait tourner la machine. D'accord? C'est-à-dire après, maintenant, je ne mets rien d'artificiel, je fais tourner la machine. Je calcule les fluctuations internes de la métrique. C'est un calcul, c'est pas quelque chose que j'ai dit dedans. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que les fluctuations internes donnent des bosons, bien sûr, et qu'elles donnent deux types de bosons. Dans les deux termes de l'opérateur de la métrique, si vous voulez, il y a deux types de termes qui vont donner des bosons. Il y a un type de terme qui va donner les Higgs, et un autre type de terme qui va donner les bosons de jauge. Mais je me sens obligé de vous expliquer ça en termes beaucoup plus simples, pour essayer de faire sentir le point. Si vous voulez, le point, en gros, c'est le suivant. Imaginez que votre espace non commutatif, que l'espace en question, l'espace par lequel je fais le produit, ce soit simplement deux points. Okay?
Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espace produit, c'est simplement deux copies de l'espace-temps, tel que vous le connaissez. Là, vous allez obtenir un boson de jauge qui est de spin 1, évidemment, puisque va tourner, la différentielle, elle va tourner avec le spin 1, d'après le groupe de rotation. Okay. Vous pouvez la différencier de l'autre côté. Ça va vous donner un autre boson de jauge, de spin 1. Mais vous pouvez aussi prendre la différence finie entre la valeur de la fonction d'un point et la valeur dans le point de l'autre côté. Ça va vous donner quelque chose qui ne va pas dépendre de la rotation, qui est de spin 0. Donc, vous faites le calcul et vous obtenez exactement le boson de Higgs, avec les bons nombres quantiques, etc. D'accord. Alors maintenant, ce qui compte, c'est qu'on a une fonctionnelle d'action. Donc, on fait le calcul, on regarde les perturbations internes de la métrique, etc. On fait le calcul. On obtient les bosons de jauge, et on obtient exactement les bosons de jauge du modèle standard. On obtient, avec les bottes d'hypercharge, on obtient le W, le Z, on obtient les gluons, on obtient tout ça par le calcul. Et les bosons de Higgs. Et ils sont couplés exactement comme il faut. Et maintenant, on peut faire le calcul de l'action spectrale. Donc on fait le calcul de l'action spectrale, et voilà ce qu'on obtient. Comme je le disais, c'est un calcul. Ce n'est pas quelque chose que l'on met du départ. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Donc qu'est-ce que c'est que cette quantité-là? Ça, c'est l'action d'Einstein. C'est-à-dire ici, on a la courbure scalaire, et on a un terme de couplage dx. C'est-à-dire on a un terme au carré ici dans l'x. Bon, ici, on a un terme de Weyl. D'accord. Ici, en fait, le B0 qui est ici est égal à 0. C'est-à-dire qu'on n'a pas de terme en courbure scalaire au carré. Ça, c'est les termes de Bohr. On a un terme cosmologique, B0, ici. Ici, c'est les termes de Yang-Mills. C'est exactement le terme de couplage de Yang-Mills pour les champs de Yang-Mills, qui viennent des fluctuations internes, c'est les bosons de jauge. Ici, on a aussi un champ de Yang-Mills, ici aussi. Ici, on a le couplage minimal entre les champs de Yang-Mills et le champ de Higgs. Exactement ce qu'il faut avec le bon signe. Ici, on a un terme de couplage entre la courbe scalaire et le Higgs au carré. Et enfin, on a le terme quartique de Higgs, c'est-à-dire qu'on a exactement l'action qu'il faut pour les champs de Higgs, avec le potentiel qui brise la symétrie et qui nous donne l'action quartique. D'accord? Et tous ces termes ont le bon signe. Il y avait 7 signes dans cette formule qui devaient être les bons, et qui n'avaient a priori aucune raison d'être corrects, y compris le signe devant l'action d'Einstein-Hilbert dans le cas euclidien. Aucun de ces termes-là n'avait de raison d'avoir le bon signe. Donc, bon, peut-être que c'est une coïncidence, j'en sais rien, moi je suis mathématicien, je suis absolument pas physicien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins au niveau conceptuel, ça vous permet, si vous voulez, d'avoir une économie de langage qui est faramineuse. C'est-à-dire que l'économie de langage, maintenant, c'est de dire que le contenu du modèle standard, le contenu de ce qu'on a appris de la physique, etc., peut se résumer simplement en disant qu'il faut faire une toute petite correction à l'espace-temps tel qu'on le connaît. Il faut faire son produit par ce tout petit espace non commutatif, dont je vais vous donner l'algèbre, comme je vous avais dit, c'est l'algèbre, c'est le non complexe plus les quadrats plus les matrices propres, d'accord. Et il faut mettre sur cet espace une certaine métrique, d'accord, qui vient de l'expérience. Alors, bien sûr, ce qu'on a envie de faire, donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, par exemple, que toutes les masses, maintenant, de la physique ont une origine géométrique, puisque le mécanisme de Higgs qui donne leur masse aux particules est maintenant entièrement géométrisé. D'accord. Il vient simplement du fait qu'il y a cette petite géométrie dans cet espace fini dont on a fait le produit avec l'espace-temps ordinaire, et c'est cette petite géométrie qui donne leur masse aux particules, etc. Oui. Quel est le statut de l'antimatière? De l'antimatière, s'il y a des antimatières. Alors, le statut de l'antimatière, excellente question. Ça vient d'un transparent que j'avais mis ici. Voilà. Non, vous avez absolument raison. C'est qu'en fait, dans l'espace de Hilbert, il y a aussi les antiparticules. D'accord. Donc, la matrice de Yukawa, c'est pas une matrice auto, on la met comme ça. D'accord. Et on a les antiparticules. C'est-à-dire que dans mon espace de Hilbert, j'avais le hub quark, etc., mais il y a aussi l'antiparticule. D'accord. Donc ça, c'est effectivement très important pour avoir la conjugaison de charge. Oui, vas-y. Tout à l'heure, quand on a évoqué Kaluza-Klein, oui. la différence, enfin la puissance de la géométrie non commutative, c'est qu'en gros, elle se restreignait au groupe qu'on voulait sans rajouter le mode massif de Kaluza-Klein. Mais là, d'après ce que vous venez d'écrire, finalement, vous avez quand même rajouté quelque chose, c'est le graviton massif en plus qui est avec Weyl carré. Donc finalement, il y a quand même quelque chose en plus de ce qu'on voulait. Le Weyl carré implique un graviton massif en plus du spectre qu'on voulait initialement. Oui, tout à fait. Non, mais alors, ce qu'on sait, c'est que dès qu'on essaye de renormaliser la gravité, de toute façon, on attrape ce terme de Weyl carré. Et on attrape aussi le terme en R carré. Donc ça ne me gêne absolument pas. Pourquoi? Parce que l'idée de ce Lagrangien, c'est pas que c'est le Lagrangien à nos énergies. L'idée, c'est que c'est un Lagrangien à une énergie proche de l'énergie d'unification, quelque chose comme ça.
Donc après, si on peut faire des prédictions à partir de ce Lagrangien, on est encore au niveau très naïf, je n'ai pas parlé de la renormalisation. D'accord. Donc si on prend ce Lagrangien, si on le prend vraiment au pied de la lettre, d'accord. Si on prend ce Lagrangien au pied de la lettre, comment faut-il l'interpréter? Il ne faut surtout pas l'interpréter comme étant le Lagrangien à nos énergies. Absolument pas. Il faut l'interpréter comme étant le Lagrangien à une certaine énergie, d'accord, extrêmement haute, et il faut en déduire des prédictions, de même que les prédictions que l'on fait dans les théories grand unifiées. Sauf qu'on n'a rajouté aucune nouvelle particule. Ou le graviton massif. Non, attention. Alors, donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est prendre cette théorie et appliquer le groupe de renormalisation en descendant l'énergie. D'accord? Et regarder ce qu'on en déduit aux énergies ordinaires. C'est ça qu'on veut faire. Alors, si on fait ça, on en déduit un certain nombre de résultats. Parce que, par exemple, le terme de couplage quartique du Higgs a une certaine valeur, finie. Et de ce résultat-là, du fait que le terme quartique du Higgs a une certaine valeur, on en déduit une prédiction très approximative, bien sûr, pour la masse du Higgs. Donc on a déduit quelque chose comme la masse du Higgs de l'ordre de 160 G. D'accord? On en déduit aussi quelque chose sur l'ordre de Weinberg, parce que toutes les constantes de couplage des champs Young-Mills sont spécifiées à cette valeur de l'énergie. D'accord? Et alors, à propos du graviton massif, ce que je dis simplement, c'est que, je veux dire, on ne sait pas comment renormaliser la gravité. Je vais y venir, d'accord? On ne sait pas comment renormaliser, mais disons que de toute façon, lorsqu'on fait les premiers éléments dans la renormalisation de la gravité, on attrape des termes comme ça. Donc ça ne me gêne pas. Ce que ça donne, ça donne une valeur de ces termes à une certaine énergie. D'accord? Donc ça dit que le coefficient du terme en R carré est nul à une certaine énergie, et le coefficient du terme en bas carré a une certaine valeur. C'est tout ce que c'est. Rien d'autre. Il ne faut pas dire plus que ça. D'accord? Bon, donc, en gros, on n'est pas encore à la renormalisation, on est au tout début. Ce que je dis là, c'est simplement la chose suivante, c'est que ce Lagrangien que j'ai écrit, cette fonctionnelle d'action que j'ai écrit, d'accord, eh bien, on sait qu'elle est reliée à la physique telle qu'on la connaît. Et elle est reliée à la physique telle qu'on la connaît parce que les termes qui sont dedans sont des termes qui sont tous acceptables, je veux dire, par rapport à la physique telle qu'on la connaît. Donc on sait qu'on peut prendre cette fonctionnelle d'action purement géométrique comme point de départ, et qu'ensuite, bien entendu, se pose le problème maintenant de renormalisation, etc. De comprendre comment extraire des résultats de cette fonctionnelle d'action. D'accord? Donc c'est quelque chose d'assez qualitatif, ce que je dis. Et c'est quelque chose d'autant plus qualitatif que rien ne nous dit que l'image géométrique et que le Lagrangien qu'on a pour l'espace-temps ne va pas changer quand on va aller en énergie plus élevée. D'accord? Donc ça suppose le grand désert entre nos énergies et l'énergie, disons, d'unification, etc. Je parle assez rarement de l'énergie de Planck, parce que comme on ne sait pas comment la constante de couplage de la gravitation dépend de l'énergie, pour moi l'énergie de Planck est quelque chose qui est assez mal défini, à cause de cette problématique. D'accord. Bon, donc c'est ça, si vous voulez, le point. Donc le point, c'est que maintenant, en tous les cas, au lieu d'avoir à donner le modèle standard avec des pages et des pages d'équations, ce qu'on peut faire, c'est définir un espace géométrique fini, extrêmement simple, qui a comme algèbre C plus l'équatorion plus N3DC, d'accord, qui est donné par son opérateur Dirac, qui est la matrice de Yukawa, et après on applique la machine générale. Okay, et cette machine générale va nous cracher cette action. Quand vous dites extrêmement simple, elle a déjà quelque part à l'intérieur d'elle les coefficients A0, B0, C0, etc. Non, on les calcule. C'est des constantes d'intégration. C'est des constantes qu'on calcule. On les calcule. J'aurais dû le mettre leur valeur explicite, mais bon, vous aurez été effrayé, vous aurez vu des nombres rationnels qui apparaissent, tout à fait spécifiques. Toutes ces constantes apparaissent de manière spécifique. D'accord? Elles ne sont pas au début. Non. La seule chose qui est au début, c'est la géométrie de l'espace fini, d'accord? C'est-à-dire la matrice de Yukawa. Okay? Et bien sûr, les A0, etc. vont dépendre de ces valeurs. Okay? Donc, la seule chose qu'on met, c'est une chose géométrique. C'est la géométrie de l'espace fini qui est donnée par la matrice de Yukawa. C'est absolument la seule chose qu'on met dans le machine. D'accord? C'est tout. Okay? C'est extrêmement important de voir ça. C'est qu'en fait, on met très très peu dans le machine. On met la géométrie de cet espace fini. Alors après, il reste à comprendre pourquoi cet espace fini, l'algèbre est comme ça, et pourquoi la représentation est comme ça. C'est évidemment au départ essentiel, ça. Okay. Bon, alors je ne sais pas, je vais peut-être faire je vais faire l'impasse sur la renormalisation, parce que ça va, je veux dire, bon, enfin, je vais mettre un seul transparent sur la renormalisation, mais disons qu'après des années et des années de travail, en particulier avec Dirk, Reiner et tout ça, on a finalement compris une chose, en tout cas, c'est ce que je disais sur la renormalisation, c'est qu'au lieu que la méthode employée par les physiciens, etc., pour les divergences, etc., au lieu que ce soit quelque chose un tour de passe-passe, ou une méthode de cuisine, etc., en fait, non, ça a une merveilleuse signification. C'est qu'il y a un groupe de Galois, donc, qu'on appelle le groupe de Galois cosmique, donc,
Et ce groupe de Galois agit sur les théories physiques. Et il y a maintenant cette propriété remarquable, c'est qu'il y a un repère par rapport à ce groupe. Donc, en gros, si vous voulez, c'est la chose suivante. On utilise pour démontrer ça ce que les physiciens appellent la régularisation dimensionnelle. Donc, on se place en régularisation dimensionnelle et on fait exactement ce que font les physiciens pour faire les calculs au CERN, etc. On applique ça avec le procédé de subtraction minimale. Et alors maintenant, donc, la merveille, c'est que non seulement il y a ce groupe de Galois, etc., qui donne en fait les mêmes résultats que les résultats des physiciens en se plaçant dans un repère. Il y a un repère particulier par rapport à ce groupe de Galois qui est tel que quand vous faites la régularisation dimensionnelle, donc au lieu de travailler en dimension 4, vous travaillez en dimension 4 plus z, avec z un nombre complexe, au lieu de faire tendre le z vers 0 de manière naïve, vous vous placez dans un certain repère. Ce repère est universel, il existe une fois pour toutes, et il renormalise la géométrie. Je vais expliquer comment. Eh bien, quand vous vous placez dans ce repère, et vous prenez la limite dans ce repère-là, c'est-à-dire d'une manière assez bizarre, assez astucieuse, vous retrouvez tous les résultats renormalisés. Et vous retrouvez les résultats finis tels que les physiciens les calculent. Alors, bien sûr, ça impose de comprendre ce que c'est que la régularisation dimensionnelle au niveau mathématique. Et alors, la merveille, c'est que ça, la géométrie non commutative le fait. C'est-à-dire, la géométrie non commutative vous donne un espace de dimension z complexe, complètement explicite. Et quand on regarde, ça vient des anomalies, et ça vient du travail de Tooft et Weltman, Bretten, Lohner, Maison, c'est-à-dire on sait que la régularisation dimensionnelle est problématique par rapport à la matrice gamma 5. Alors, les physiciens ont développé une technique pour faire ça, pour éliminer le problème qui vient de la matrice gamma 5, et la merveille, c'est que cette technique est identique à faire le produit de l'espace ordinaire, à nouveau par un espace non commutatif, qui est un espace de dimension z. Et la manière pour faire le produit, c'est exactement la même manière que pour le modèle standard. C'est-à-dire que vous prenez le produit tensoriel des espaces de Hilbert, vous prenez cette opération sur les opérateurs de Dirac, et ça vous donne l'espace produit. D'accord? Donc alors, bon, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut commencer à avoir une image mentale très approximative, mais quand même, je pense, beaucoup plus proche de la réalité que d'autres images mentales, de ce qui se passe. Et donc, cette image mentale est la suivante, c'est qu'au lieu, on ne va pas travailler en dimension, la dimension physique, qui est 4. On va travailler en dimension, disons, 4 plus z. Ok? Et alors, le fait qu'on ait toutes ces divergences, ça signifie qu'on va travailler dans cet espace, dimension 4 plus z, et on va faire tendre z vers 0 dans ce repère singulier. Mais, comme le produit par l'espace de dimension z est du même genre, c'est exactement le même type de produit que le produit par l'espace fini dont je parlais tout à l'heure, et bien on va pouvoir faire le produit non seulement par l'espace de dimension z, mais aussi par l'espace fini. Et quand on prend l'espace qui en résulte, je prétends qu'on a une excellente approximation. Vraiment maintenant, excellente approximation à ce qu'on devrait considérer comme l'espace. Quelque chose qui est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil à cause de la renormalisation, et c'est beaucoup plus subtil à cause du modèle standard. D'accord? Alors, donc maintenant, pour conclure, je vais passer avec deux questions, et je vais quand même m'appesantir sur cette histoire pour la gravitation. Donc, il y a une première question, en fait, qui est à propos du modèle standard, c'est que, en fait, on n'a sûrement pas le dernier mot, parce que dans mes articles anciens sur le modèle standard, j'avais pris comme algèbre l'algèbre qui correspond à U1 croix SU2 croix SU3. J'avais pris les nombres complexes plus les quaternions plus les matrices 3-3. Mais en fait, la raison pour laquelle j'étais obligé de prendre les C plus les quaternions, c'était qu'il n'y avait pas un neutrino right. C'est-à-dire que je ne pouvais pas obtenir les bonnes hypercharges à cause du fait qu'il n'y avait pas de neutrino right. Alors maintenant, le fait qu'il y ait un neutrino right, ça permet de remplacer une algèbre par une algèbre qui a l'air beaucoup plus jolie, et dans laquelle on a... Bon. Alors qu'est-ce que ça suggère, ça? Ça suggère, donc c'est une question ouverte, hein, je veux dire, c'est vraiment un truc qui n'est pas fait, mais ça suggère un problème très intéressant, qui est le suivant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit, lorsqu'on regarde en détail la représentation de l'algèbre qui correspond au modèle standard, on s'aperçoit en fait que c'est exactement les spinners, mais en gros, si vous voulez, c'est pas les spinners pour le groupe de Poincaré, enfin là, ça je parle dans l'Euclidien, c'est le groupe spin 4 et le groupe de translation, donc c'est pas les spinners pour le groupe de Poincaré, mais ce serait les spinners pour un groupe qui est une extension du groupe de Poincaré. Malheureusement, ce n'est pas une extension au sens classique, parce que si vous prenez le groupe spin 4, c'est SU2 croix SU2, ça se voit tout de suite, et ce groupe-là, il n'a pas de revêtement non triviaux, puisqu'il est simplement connexe. Mais par contre, il a des revêtements non triviaux au niveau des groupes quantiques.
C'est-à-dire que les groupes quantiques, c'est comme les groupes de Lie en géométrie non commutative, c'est pareil. Et il y a un tel groupe quantique qui a 100 voies vers ce groupe, et dont le noyau est fini. Donc c'est un vrai revêtement. Et c'est un revêtement à racine cubique de l'unité. Alors vous pourriez me dire, mais c'est bizarre. Pourquoi, d'où sort cette racine cubique de l'unité? Mais en fait, cette racine cubique de l'unité, vous les connaissez tous. Parce que vous savez bien que les hypercharges des quarks, c'est 4 tiers moins 1 tiers. Quand vous dites qu'une hypercharge vaut un truc avec un dénominateur 3, ça veut dire qu'il y a une racine cubique de l'unité qui est là. D'accord? Donc, alors, comme je le dis, c'est pas quelque chose qui est vraiment fait. Mais en gros, l'espoir que l'on a, c'est qu'en fait, le contenu en particules du modèle standard, ce soit simplement les spinors. C'est tout. Mais les spinors en un sens plus élaboré. D'accord? Et pas plus que ça. Donc, ce qu'on voudrait, si vous voulez, c'est qu'on revienne à QED, qu'on revienne à ce truc-là, mais simplement avec une notion plus élaborée. Donc ça, c'est le premier point. Et alors maintenant, j'en viens au dernier point. Est-ce qu'on peut décrire oui. le modèle supersymétrique oui, sauf que, bon, j'avoue, moi, avoir un a priori, c'est un préjugé. C'est vraiment un préjugé. J'ai un préjugé contre la supersymétrie, je vais vous dire pourquoi. Mon idée est la suivante, c'est que justement il fallait ne pas se fermer les yeux devant les infinis, etc., qui apparaissent dans les calculs de la physique, et pas essayer de les simplifier de manière artificielle. Pour moi, la supersymétrie, c'est une simplification artificielle. Donc, il est vrai que l'on peut former des modèles où l'algèbre sera z sur 2 graduée, etc., on aura des choses qui ressemblent à la supersymétrie. Mais j'avoue avoir un a priori extrêmement négatif, a priori. C'est quelque chose de personnel. C'est pour ça que je ne me suis pas intéressé. D'accord? Je veux dire, on a le droit quand même d'émettre un jugement sur diverses parties de la physique avant de les formuler mathématiquement. Et j'ai une espèce de gut feeling, d'accord, qui me dit que quand on a une théorie comme la supersymétrie dans laquelle au photon doit correspondre le photino, et à chaque quark doit correspondre une force qu'on appelle le squark, qui n'a jamais été sentie par personne, je suis sceptique. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose, mais je veux dire, et en gros, ce que cette théorie dit, elle dit quelque chose qui n'est pas infiniment éloigné de la supersymétrie. Elle dit que le secteur fermionique détermine entièrement le secteur bosonique, et par une autre stratégie. Et cette stratégie est telle qu'au moins elle redonne le modèle standard, en deux nombres, c'est-à-dire qu'elle va vous donner exactement le bon secteur bosonique. Elle va vous donner quelque chose dont vous devez décréter qu'on ne le voit pas parce que c'est une planète qui est symétrique de la Terre, mais qui est cachée derrière le Soleil, donc on ne la verra jamais. D'accord? Pour moi, la supersymétrie, c'est un peu ça. De manière un peu brutale, c'est deux explications un peu antinomiques. Il y en a une qui... Oui. En gros, ce que vous proposez, c'est que ça remplace la supersymétrie. Pas vraiment remplace, parce que la supersymétrie a des vertus que la théorie que j'expose n'a pas. La supersymétrie a une des vertus qui est de simplifier les choses, parce qu'on travaille en complexe. On travaille avec des baraques complexes, la théorie que j'expose n'a pas cette vertu. D'accord? Donc, on ne peut pas dire remplace. Par contre, il y a des choses qui sont très analogues, au sens où, lorsque je parle de ce groupe quantique à racine cubique de l'unité, il va introduire une espèce de symétrie au niveau spatio-temporel, d'accord, qui est nouvelle, mais qui n'est pas la supersymétrie, qui n'est pas la supersymétrie spatiale. C'est aussi une extension du groupe de Poincaré, je veux dire, ça a le même aspect vu de loin, mais ce n'est pas la même chose, d'accord? Donc, en particulier, ça n'a pas cette vertu de simplifier les divergences. L'origine de la supersymétrie, vous savez bien, c'est cette remarque de Pauli, qui disait que lorsque les masses des fermions sont égales aux masses des bosons, il y a une simplification qui se produit dans la divergence. C'est ça l'origine. Bon, je veux dire, j'avoue que je suis réticent. Donc, mais comme je le disais, c'est un jugement de mathématicien, c'est absolument pas un jugement de physicien. Hein. Donc peut-être que, bien sûr, les physiciens ont bien d'autres raisons de croire à la supersymétrie. Donc peut-être qu'on trouvera la supersymétrie dans la LHC, je ne sais pas. Mais donc c'est pour cette raison qui est complètement subjective que je n'ai pas cherché à développer la théorie dans cette généralité. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être développée dans cette généralité. D'accord? Alors maintenant, donc, j'en viens au point sur la gravité. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, ça aurait été un désastre si la gravitation avait été renormalisable. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. En gros, la raison que j'ai, c'est la suivante. C'est que quand une théorie des champs est renormalisable, bien, ça veut dire que cette théorie des champs, on a l'espoir qu'elle va exister en tant que théorie globale, théorie des champs globale sur l'espace de Minkowski. D'accord? C'est-à-dire que les gens vont faire de la théorie constructive, etc., et qu'ils vont construire une nouvelle théorie des champs globale sur l'espace de Minkowski. Bien, imaginez, est-ce que quelqu'un peut imaginer ce que serait le désastre de faire de la gravité avec des G mu nu sur l'espace de Minkowski? C'est un non-sens.
Ça voudrait dire qu'on aurait deux théories. On aurait la théorie plate avec l'espace de et on ferait des géométries globalement sur l'espace de en lieu de quoi, ce que je propose, c'est justement d'avoir cette définition purement spectrale de la géométrie, d'accord, et d'essayer de formuler une intégrale fonctionnelle. J'en ai formulé une ici, mais c'est juste un hasard, si vous voulez. Essayer de formuler une intégrale fonctionnelle sur toutes les géométries. Et qu'est-ce que ça signifie sur toutes les géométries? Eh bien, ça signifie que la géométrie, elle est donnée par simplement dans son opérateur de Dirac. Donc l'intégrale fonctionnelle, c'est comme un modèle de matrice, c'est-à-dire que c'est une intégrale fonctionnelle sur les D. L'opérateur Dirac, c'est une matrice hermitienne. Alors vous allez me dire, oui, mais tu intègres sur des matrices de dimension infinie. C'est vrai et c'est pas vrai, parce que l'action spectrale, en gros, c'est une espèce de cut-off. Je vous avais dit que l'action spectrale, elle compte le nombre de valeurs propres de l'opérateur Dirac qui sont plus petites que lambda. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on éjecte la partie de l'espace de Hilbert des fermions, où les fermions ont des énergies de la forme des milliards de fois la masse de Planck. On ne les considère pas, on les éjecte. Et en gros, on fait un cut-off de la géométrie, c'est-à-dire, et ça peut se faire en géométrie non commutative, ça ne peut pas se faire en géométrie ordinaire. C'est-à-dire que dans la géométrie non commutative, vous allez prendre l'espace des fermions, et au lieu de considérer cet espace comme un espace de dimension infinie, vous allez ignorer tous les fermions qui ont des énergies colossales, au-delà d'une certaine énergie. Et vous allez tronquer la géométrie. Ça a un sens en géométrie non commutative. Mais vous allez encore obtenir un triplet spectral. Et alors, l'action spectrale fait ça. En gros, l'action spectrale, c'est une espèce de multiplicateur de Lagrange qui fait ça. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on peut faire un modèle de matrice. Parce qu'au lieu de regarder des matrices de dimension infinie, comme on le ferait si on prenait tous les opérateurs de Dirac, on va maintenant seulement regarder des matrices de dimension finie. Alors, ce dont on est à peu près assuré, c'est que si on prend une observable spectrale, c'est ça que j'ai écrit ici, les valeurs qu'on va obtenir ne seront pas des non-sens. Ce ne seront pas des non-sens parce que l'action spectrale dont je vais parler tout à l'heure va redonner le modèle standard. D'accord ? Par contre, ce qui est infiniment difficile et qui est un problème ouvert sur lequel je n'ai aucune idée, c'est quelles sont les contraintes. Ça a donné des papiers mathématiques intéressants, je veux dire. Quelles sont les contraintes sur les matrices D pour que ce soit des opérateurs de Dirac? Alors, ce que je sais, c'est que la contrainte correspondante, c'est une équation polynomiale dont le degré est la dimension de la variété en question. C'est-à-dire, je sais qu'en dimension 1, c'est une équation de degré 1, qu'en dimension 4, c'est une équation de degré 4. Et c'est une équation qui exprime la matrice gamma 5 sous forme d'un polynôme de degré 4, en opérateur. Mais ça a donné des papiers mathématiques, parce qu'on a trouvé des solutions manipulatives, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est clarifié du tout. Et en gros, si vous voulez, le rôle de la dimension 4, ici, c'est de dire que si vous aviez des multiplicateurs Lagrange comme ça, qui seraient de degré plus grand que 4, ça ne donnerait rien. Parce que ça, justement, ce ne serait pas calculable, etc. Et qu'en dimension plus petite que 4, ça, on s'est démontré que ça ne donne rien. Donc 4 est un nombre privilégié par rapport à ça. Alors maintenant, donc je voudrais simplement terminer sur une chose, c'est pour ça, c'est un peu la raison d'être de mon séminaire aujourd'hui, c'est qu'en fait on s'aperçoit dans cette théorie que l'élément de longueur est running, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, si vous voulez, c'est-à-dire que l'élément de longueur, la géométrie, dépend de l'échelle. Au lieu que la géométrie soit fixée une fois pour toutes, dans cette théorie, ça vient des corrections quantiques. Pourquoi? Parce que l'élément de longueur, je vous rappelle, c'était le propagateur de Dirac. C'est le propagateur des fermions. Eh bien, le propagateur des fermions, à cause de la théorie quantique, en fait, c'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes, c'est une série en h bar, en puissance de h bar. Donc il admet des corrections quantiques. Ça veut dire que la géométrie d'espace-temps admet des corrections quantiques. Et ces corrections quantiques s'expriment comme une série en puissance de h bar. Et alors maintenant, la remarque que je voulais faire, qui peut être intéressante pour la cosmologie, c'est qu'on voit bien que donc l'élément de longueur va être très, très fin et très dépendant de l'énergie au niveau de l'ultraviolet, quand on fait des mesures extrêmement fines, d'accord, dans l'infiniment petit. Ça c'est clair, c'est à cause de la théorie quantique. Mais maintenant, il y a une suggestion, c'est que peut-être cet élément de longueur est aussi échelle dépendant au niveau de l'infrarouge. C'est-à-dire que peut-être que l'élément de longueur a un comportement, il n'y a aucune raison qu'il ait une limite infrarouge. C'est-à-dire que la géométrie est une limite infrarouge. Et ça suggère, si vous voulez, toutes sortes de choses. Ça suggère effectivement que la dimension de l'espace-temps, par exemple, dépend de l'échelle à laquelle on regarde. Et que l'espace-temps peut avoir une dimension fractale, etc., selon les échelles auxquelles on regarde. Ce n'est pas du tout une chose idiote. Mais c'est une chose qui maintenant est parfaitement formalisée. Parce que la dimension de l'espace, comment elle se calcule? Elle se calcule à partir de la croissance des valeurs propres de l'opérateur Dirac. Et évidemment, si l'opérateur Dirac dépend de l'énergie, dépend de l'échelle à laquelle vous travaillez, eh bien, la dimension de l'espace-temps va pouvoir changer en fonction de cette échelle. Et si vous voulez, ça vous donne une facilité de modélisation qui est phénoménale par rapport à la géométrie riemannienne.
C'est-à-dire, ça vous dit que prenez simplement cette idée extrêmement simple, que l'élément de longueur tel que vous le connaissez en physique, puisque c'est la longueur d'onde du krypton, des choses comme ça, d'accord, se formalise comme ça et va être habillé par la théorie quantique, forcément, forcément. Comme c'est le propagateur, c'est quelque chose qui va subir des corrections quantiques. Et donc maintenant, on peut, si vous voulez, repenser à la géométrie en ces termes-là. Donc c'est un peu la raison d'être de mon séminaire, c'est de vous donner ce modèle, qui est un modèle beaucoup plus flexible de la géométrie, un modèle justement où la géométrie peut dépendre de l'échelle. Et c'est pas du tout du fantasme, parce que c'est ainsi qu'on mesure les grandeurs, qu'on mesure les grandeurs. C'est-à-dire que quand on va aller regarder, si vous voulez, les expériences du CERN, c'est un microscope de puissance phénoménale, et ce qu'on mesure, c'est le spectral. Donc en fait, on mesure exactement ces choses. Simplement, ce qu'on fait ici, si vous voulez, c'est donner le bon formalisme qui vous permet de reformuler ces choses dans les termes mathématiques corrects, qui ne sont pas du tout coincés avec les GNU ordinaires, etc., mais qui sont formalisés en ces termes spectraux, en ces termes opératoriaux. Alors, bon, par rapport à la gravité quantique, ça ne fait rien, je veux dire, ça ne résout absolument pas le problème, mais ça permet d'avoir un formalisme géométrique qui permet de penser le problème et qui, en tous les cas, permet au moins, si vous voulez, de stress, si on arrivait à résoudre ce problème de contrainte, de formuler les contraintes, ça permet au moins de formuler une intégrale fonctionnelle qui est dans l'euclidien, etc. Bon, il y a un tas de propriétés dont je ne parle pas, qui est que la contrainte, en fait, elle ressemble à ce qu'on appelle, en théorie de gravité, ce qu'on appelle la théorie de la gravitation unimodulaire. C'est-à-dire la théorie où vous fixez l'élément de volume. C'est ça qu'indique la contrainte. Bon, donc il y a toutes sortes de choses dont je ne parle pas, mais si vous voulez, en gros, ça vous donne une manière de penser la géométrie qui est complètement différente de la manière classique et qui s'adapte énormément à des problèmes de physique. Et moi, bon, je ne suis jamais convaincu, je veux dire, mais une chose quand même qui m'a un peu ébranlé, c'est le fait qu'on peut modeler des espaces de dimension Z complexes. Parce que ça montre qu'on peut maintenant graduellement se créer une image mentale qui est quand même extrêmement proche de la réalité, beaucoup plus proche de la réalité que j'avais un petit calabillard sur l'épaule. Je crois que je vais m'arrêter. Y a-t-il des questions? Oui. J'ai deux petites questions à propos de l'action spectrale. La première, c'est est-ce qu'il y aurait une façon de modifier le principe spectral de telle sorte qu'on soit sûr d'obtenir une théorie stable, c'est-à-dire par exemple que Hamiltonien soit borné inférieurement? Vous avez compris ma question? Oui, absolument. Alors, excellente question, parce que finalement, l'action spectrale, presque par définition, elle est positive. Pourquoi? Parce que c'est un nombre de valeurs propres. Donc c'est quelque chose qui est positif. L'action n'est pas le Hamiltonien. Non, mais là je suis dans l'euclidien, attention. Je suis dans l'euclidien et j'intègre exponentielle de moins l'action. D'accord? Attends, alors, j'ai pas fini parce qu'elle est positive si on la prend en gnose, c'est-à-dire on compte le nombre de valeurs propres. Par contre, quand on fait son expansion comme je l'ai fait, on n'a plus de garantie qu'elle est positive, parce qu'il y a le terme oscillant. D'accord? Alors il se fait que quand on fait les calculs, les termes, on obtient, mais on n'avait aucune assurance au départ, que tous les termes sont positifs. Alors, je viens à un point extrêmement important. Le point extrêmement important, c'est le suivant, c'est que précisément, quand les gens ont essayé de faire l'intégrale fonctionnelle dans le domaine euclidien pour la gravitation, ils se sont heurtés au problème suivant, c'est que quand on prend l'action d'Hilbert-Einstein dans le domaine euclidien et qu'on la calcule, on s'aperçoit qu'il y a 6 modes. Parmi ces 6 modes, il y en a un qui est négatif, qui est justement le mode de Weyl, c'est-à-dire ce qui est le mode du scaling. Or, ce qui est formidable, c'est que dans cette théorie, ce qu'on est obligé de faire, c'est d'avoir la gravité unimodulaire. C'est-à-dire d'avoir ce mode de Weyl qui est gelé, dès le départ. Donc en fait, on élimine ce problème. Donc ce que je veux dire, ça c'est vraiment extrêmement important. Et c'est aussi relié au problème de la constante cosmologique. Parce que ce qu'on calcule dans ce truc-là, en fait, c'est non pas l'intégrale fonctionnelle totale, mais c'est l'intégrale sur les fibres de l'application qui va vers le volume total. D'accord? Alors, ce qu'on ne sait pas faire, et ça j'aimerais bien avoir un ansatz de physicien pour ça, c'est que donc on sait calculer, enfin on sait poser l'intégrale le long des fibres, mais après on ne sait pas quelle est la distribution des volumes. C'est tout simplement une distribution sur R. Ce qu'on sait, c'est comment cette distribution des volumes dépend de la constante cosmologique. Par contre, les intégrales le long des fibres ne dépendent pas de la constante cosmologique. C'est-à-dire la constante cosmologique disparaît dans l'intégrale. D'accord? Elle est en dénominateur et en numérateur, elle disparaît. D'accord? Donc, moi, ça m'a incité à regarder tous les papiers sur la gravité unimodulaire, et je pense qu'il y a quelque chose là. Il y a forcément quelque chose. Même si on oublie tout ça,
Ça donne un argument très fort en faveur de la gravitation modulaire. Et justement, ça relance par rapport au problème de la constante cosmologique et tout ça. C'est-à-dire que ce que ça laisse à penser, c'est qu'en fait, il ne faut pas penser à l'intégrale fonctionnelle une fois pour toutes. Il faut la penser le long des fibres, d'accord? Et ensuite, regarder, avoir une idée physique, un peu. On a une espèce de loi de déplacement de Wien lorsqu'on change la constante cosmologique par rapport à la distribution des volumes. Il faudrait avoir une espèce d'ansatz, une idée de ce que doit être la distribution des volumes. D'accord? Donc c'est ça la réponse à la question. Mais il n'empêche qu'il y a un problème mathématique extrêmement délicat, qui est que c'est pas parce qu'on a une fonction à valeur positive que la fonction qui interpole, on est sûr qu'elle est à valeur positive. Donc, dans la pratique, c'est vrai, mais je n'ai pas de théorème mathématique. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Où intervient le fait que le X, là, dans le développement, n'intervient pas dans SU3, n'intervient que dans SU2? Ah, ça c'est très très bien. Ça vient du fait que la couleur n'est pas brisée. Ça vient du fait que l'opérateur de Dirac commute, la matrice de Yukawa commute exactement avec SU3. Donc on doit l'imposer comme ça. Oui, bien sûr, parce que quand j'ai donné la matrice de Yukawa, elle est donnée explicitement en tant que matrice. Le fait qu'elle commute avec SU3 fait que quand on fait le calcul, on n'aura pas de terme correspondant. D'accord? C'est mis à la main au départ. Ah oui, et ce que je veux dire, c'est quand je donne la géométrie de l'espace fini, je donne l'algèbre, l'espace de Hilbert de dimension finie, et la matrice D. D'accord? Donc, toute propriété qui est vraie par cette... Mais il n'empêche que cette propriété, en fait, elle est imposée par la théorie, par une certaine commutation. Parce qu'il doit y avoir une commutation entre l'action... Bon, enfin, mais je veux dire, en fait, ça résulte de formulation de la condition qu'on appelle ordre 1. Oui. L'angle de Weinberg, on mesure à une certaine énergie. Non, alors là, on a tout redescendu aux énergies ordinaires, d'accord, et on trouve le même angle de Weinberg que SU5. D'accord? Ça. Mais bien sûr, je veux dire, c'est des prédictions très très grossières, hein. Je veux dire, c'est pas des prédictions de noces, parce que ça supposerait que la géométrie ne va pas changer lorsqu'on va regarder de manière plus fine. Ça, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Ce que je pense, c'est que lorsqu'on regardera avec le LHC, etc., on verra la géométrie de manière plus fine. La question qui se posera, c'est est-ce qu'elle pourra encore se formuler de la même manière? On n'en sait rien. D'accord? C'est un peu un miracle que le modèle standard tel qu'il soit se formule comme ça. Peut-être que ce sera plus vrai quand on regardera à une échelle plus fine. Mais si on prend comme principe qu'il doit se formuler comme ça, eh ben ça fera des prédictions. D'accord? Donc c'est ça l'idée. D'accord? C'est absolument faux que tout modèle puisse se formuler comme ça. C'est archi faux. C'est-à-dire, ça vient d'une conspiration entre les valeurs des nombres quantiques qui permettent par exemple d'avoir... Vous voyez, par exemple, prenez l'isospin faible pour le quark up et down. Eh bien, la représentation, c'est la représentation de SU2 qui est la représentation de spin 1,5. C'est à cause de ça qu'on peut agir par les quaternions. Si ça avait été la représentation de spin 3,5, on n'aurait pas pu agir par les quaternions. D'accord? Et ainsi de suite. Il y a un tas de faits tout à fait spécifiques, d'accord, qui viennent de la physique. Mais est-ce que je comprends bien que le modèle standard actuel pourrait être décrit par des tas de géométries? Simplement, il y en a une qui s'avère bien marcher, il n'y a rien qui force à aller au-delà, mais il se trouverait que les détails de ce qui est trouvé au LHC forcent à postuler une autre géométrie. Une géométrie plus large, plus fine. Tout à fait. Donc ça, c'est juste un exemple d'une... On est entièrement d'accord, bien sûr. En gros, l'idée, c'est la suivante. C'est ce que je disais au départ. C'est que l'idée, c'est on a trouvé l'espace de Minkowski à partir de la Lagrangienne Maxwell-Dirac. Pour moi, c'est une hérésie. J'ai une forme plus souple de la géométrie qui permet de dire, regardons le Lagrangien tel qu'il est, d'accord? D'abord, il suffit de regarder la partie fermionique, on n'a pas à se préoccuper des bosons. On va les retrouver. On regarde la partie fermionique, ça nous donne la géométrie de manière unique. Après, on fait le calcul des bosons, on trouve exactement ce qu'il faut, y compris les X. D'accord? Donc, c'est une cohérence interne qui est énorme. D'accord? Mais cette géométrie, on l'a prise de l'expérience. D'accord? Puisqu'on l'a prise des fermions de l'expérience. C'est certain. Donc, si on nous avait donné une autre famille de fermions pour l'expérience, eh bien, on aurait calculé les bosons. Il aurait fallu démontrer que c'est bon. On n'était pas assuré du tout. Hein, d'accord? Ça, c'est un principe de cohérence qui est comme la supersymétrie. C'est-à-dire, j'ai calculé entièrement les bosons à partir des fermions. Pas par la supersymétrie. Pas du tout. Je les ai calculés par un procédé qui est complètement canonique. Les fermions me donnaient la matrice de Yukawa. Ils me donnaient l'algèbre. J'ai calculé les bosons complètement à partir de ça. Dans le modèle standard aussi, on calcule les bosons à l'aide de la règle du couplage minimal, et puis vous avez tous les bosons de jauge. Non, parce qu'on aurait pu avoir un truc sans les X. Pourquoi vous mettez les X? Alors que moi, les X, je les trouve. Par exemple, ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites s'applique parfaitement au modèle standard sans les X. On calculerait les bosons de jauge, on mettrait des bosons de jauge qui sont SU2, SU3, etc. On ne mettrait pas les X.
ce qui est extraordinaire dans ce truc-là, et c'était ça le point de départ, c'est que quand vous calculez les bosons pour cet espace-là, vous tombez sur X. Ça, c'est vachement important. Oui. Et dans les corrections type quantique là, sur DS, est-ce que ce qu'on sait déjà donne une idée des types de corrections géométriques qu'on peut avoir à très grande échelle? Mais bien sûr. À très grande échelle. Non, là, je parle à très petite échelle. En fait, ce qu'il faudrait faire, il y a un travail de physicien à faire que je ne suis pas capable de faire, et qui consisterait à dire que quand on fait effectivement des mesures de distance extrêmement courtes en physique, on les fait en fait de la manière dont j'ai décrite, dans certains microscopes, comme le microscope à effet tunnel ou des trucs comme ça, on les fait effectivement de cette manière. Et il faudrait voir des exemples où il y a des convections quantiques. C'est-à-dire où l'habillage du DS intervient de manière explicite, en faisant une correction qui n'est pas négligeable, au niveau ultraviolet. Ça vaudrait infiniment la peine d'être fait. Mais moi, je ne suis pas capable de le faire, parce que je ne connais pas assez le fonctionnement des microscopes, etc. D'accord. Alors par contre, au niveau macroscopique, ça c'est complètement conjectural. Parce que je veux dire, le fait que ça court au niveau microscopique, au niveau ultraviolet, c'est clair, puisqu'il y a des corrections quantiques. Maintenant que ça court au niveau macroscopique, moi je ne sais rien, je ne peux pas le dire. Simplement, il faudrait regarder les fonctions spéciales qu'on obtient qui corrigent l'élément de longueur au niveau ultraviolet et voir si on peut les extrapoler au niveau macroscopique, par exemple. D'accord. En général, ça va être des fonctions qu'on va développer en puissance de log, etc. Il faudrait voir de log de mu carré, enfin de l'énergie lambda sur mu, etc. Il faudrait voir si on peut les extrapoler du côté infrarouge. Et ça demande, là, moi, c'est des choses que je suis absolument incapable de faire. Et ça demande vraiment un travail de physicien. Moi, tout ce que je peux vous donner, c'est le formalisme. D'accord. C'est le formalisme géométrique. C'est vraiment tout ce que je peux vous donner. Après, bien sûr, il faut voir en quel sens cette géométrie est effectivement la géométrie qui est utilisée. Mais je pense que c'est vrai, puisque l'unité de longueur est définie comme ça. Donc, c'est pas sorcier, ça peut pas. Je veux dire, l'unité de longueur, il faut bien savoir, comme je le dis, en fait, elle a exactement cette propriété. D'accord. D'autres questions? Non. Bon, très bien, nous allons remercier notre orateur.